Bonjour à tous, merci aux participants de cette table ronde, merci aussi à Guy pour cette belle introduction qui met le sujet du patient au cœur de la thématique qu'on aura aujourd'hui et demain. Et je pense que la terminologie même du mot patient va être un sujet sur lequel on va tous devoir travailler ensemble collectivement. Alors aujourd'hui, sur cette table ronde, on va parler de la notion de prédiction. Elle revêt en fait différentes réalités. Alors on peut parler de la prédiction, on va la trouver en une d'un journal sur par exemple une montre qui a gagné le prix de l'horlogerie 2022, qui prédit le temps qui vous reste à vivre sur la base d'algorithmes au niveau génétique, de mutations somatiques et épigénétiques. Ça interpelle et effectivement c'est un sujet, et ça s'appelle aussi de la prédiction. Et puis il y a les applications médicales qui sont utilisées aujourd'hui, qui peuvent, on va dire, changer la prise en charge des patients, améliorer la rapidité de prise en charge. On va parler des possibilités de prédiction au niveau de l'apparition des maladies, de leur diffusion, des épidémies, et on l'a vu à travers le Covid. Il y a tous les systèmes prédictifs qui sont sur l'efficacité des traitements, et c'est bien connu aujourd'hui dans le domaine de l'oncologie. Il y a aussi tout ce qui est diagnostic précoce, on pense directement au cancer du sein. Et puis, il y a les systèmes prédictifs qui vont nous donner des apprentissages sur les trajectoires de vie et de santé. Donc, on le voit bien aujourd'hui, la dynamique sur les données de santé, la massification, elle est lancée. La question, et on va aborder ça lors de la table ronde, c'est jusqu'où ? Comment on y va ? C'est quoi cette notion de patient ? Est-ce que quand on va parler de prédiction, voire tout à l'heure sur la seconde table ronde de prévention, est-ce que la notion de patient, elle est juste dans ce cadre-là ? Donc nous allons voyager pendant 40 minutes entre le présent de cette notion et puis faire un effort aussi de projection, parce que ce qui est important, c'est de préparer effectivement cette transformation du système de soins. Alors pour commencer, on va bien être ancré dans le présent. Je me tourne vers Jeanne. Vous êtes avocate associée, donc j'aimerais bien avoir votre regard de juriste sur le cadrage de cette notion de prédiction et ce que vous pouvez nous en dire. Merci. Merci. Oui, c'est vrai que le terme de prédiction peut recouvrir des situations extrêmement diverses. Comme vous l'avez évoqué, il y a des situations sur le plan juridique, en tout cas plus simples que d'autres. Prédire, par exemple, l'efficacité thérapeutique d'un médicament à partir de l'analyse collectée auprès d'autres personnes de façon massive et l'appliquer à l'examen des caractéristiques d'une tumeur d'un patient pour choisir telle ou telle chimiothérapie qui va être plus efficace. C'est un premier cas, il y en a beaucoup d'autres qui doit évidemment être encadré sur le plan juridique, j'y reviendrai, mais qui sur le plan médical, en tout cas, ne pose pas tellement de difficultés puisque tout ça, c'est pour le bénéfice du patient. Et puis, il y a à l'autre bout des cas beaucoup plus complexes, par exemple, quand il s'agit, à partir de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, de peut-être lui prédire la probabilité de survenance d'une pathologie peut-être familiale ou pas, et sur une pathologie peut-être qu'on ne sait pas soigner aujourd'hui. Et on voit là, par exemple, dans ce deuxième cas, que la problématique médicale, éthique, morale est tout autre et qu'il faut encadrer tout cela. Alors, on est dans un pays qui aime beaucoup les lois, donc on a tout ce qu'il faut pour encadrer toutes ces situations. La difficulté, après, c'est de les appliquer concrètement. Il ne faut pas oublier aujourd'hui, avec le développement donc, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qu'on a besoin de données, de beaucoup de données. Et donc, il y a deux grands corpus juridiques qui sont susceptibles de s'appliquer. Tout ce qui concerne l'accès à la donnée, puisqu'il s'agit d'observer et d'interpréter, donc tout le corpus juridique de réutilisation des données de santé dont on parle beaucoup, qui est assez compliqué, c'est vrai, encore aujourd'hui. On verra tout à l'heure comment on peut avoir des pistes peut-être pour le simplifier. Tout ce qui concerne évidemment l'encadrement des algorithmes, et évidemment aussi, qui peuvent être qualifiés de dispositifs médicaux, donc soumis aux exigences posées par la réglementation européenne. Toute l'application évidemment du règlement général sur la protection des données et la loi informatique et liberté, bien sûr. Indépendamment de ce premier corpus juridique, que je ne détaille pas parce qu'on n'a pas le temps, là, on en reparlera tout à l'heure, c'est aussi tout ce qui concerne, et on vient d'en parler dans la table ronde précédente, les droits de la personne. Et quand on parle des droits de la personne, il y a deux types de personnes. Il va y avoir d'une part la personne dont on réutilise les données, puisque la prédiction se fait à partir de l'analyse des données des autres.
Donc, comment est-ce que j'informe la personne que je vais réutiliser ces données, quels sont ses droits à cet égard? Et d'autre part, les droits de la personne à qui on prédit quelque chose, et là aussi, comment on l'informe et comment on respecte ses droits. On pourra développer ces points-là tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce premier éclairage. Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, mais je pense savoir aussi que vous avez une expérience, on va dire, personnelle dans le sujet de la prédiction. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclairage sur qu'aujourd'hui, quelle réalité, à travers ce mot, vous voyez, vous vivez? Alors moi, le sujet de la prédiction en santé, ça m'a toujours fasciné, enfin, depuis une dizaine d'années, depuis que je travaille sur ces questions de santé. Et en fait, j'aime bien essayer les produits quand je parle d'un truc. Donc, je roule en voiture électrique depuis 10 ans, j'ai toujours le dernier iPhone, etc. Parce qu'il faut que ce soit un peu concret, il ne faut pas que ce soit uniquement intellectualisant. Et il se trouve que le cabinet que je dirige travaille pour une entreprise qui, justement, fait de la prédiction. Donc, l'entreprise s'appelle Starcage et elle fait de la prédiction dans un domaine assez précis qui est celui de la prédiction du vieillissement. Donc, avec cette idée selon laquelle, finalement, le vieillissement peut être considéré comme une pathologie, en tout cas partiellement, et donc on peut le freiner, le ralentir. Et j'ai trouvé cette expérience. Et donc, on m'a mis dans l'essai clinique, et j'ai trouvé ça absolument fascinant et passionnant. Et j'ai bien compris, me semble-t-il, les implications du point de vue économique. C'est-à-dire qu'en réalité, la prédiction, à mon avis, ne réduit pas les dépenses de santé, elle les déplace. Pourquoi ? Parce que donc on vous fait vos analyses, donc il y a un questionnaire qui est très long. Bon, moi je mens pas, donc il n'y a pas de problème. Il y a les examens cliniques, et puis évidemment, ça se fait essentiellement à base d'analyses sanguines. Donc on vous prend 10 tubes de sang, je crois, donc ça c'est assez pénible. Mais, et donc dans mon cas, il a été en effet identifié un facteur de risque très net à l'horizon de 20 ans. Et donc très clairement, on change nos comportements, parce que on se dit c'est quand même trop bête de le faire et de rien changer, c'est complètement idiot, si quelque chose est évitable, quelque chose qui est potentiellement problématique et évitable, on le fait. Et donc on prend le taureau par les cornes, mais d'une autre façon. Donc on passe bien dans la médecine préventive, mais c'est bien de la médecine. Et donc l'erreur, à mon avis, à ne pas faire, c'est de se dire, mais c'est sans doute un peu pareil, j'écouterai à la table ronde suivante, mais c'est un peu pareil en matière de prévention. Il ne faut pas se dire, on va faire un super truc en matière de prédiction et en matière de prévention, et du coup, on va économiser énormément de dépenses de santé. Non, je pense que c'est vraiment un mécanisme de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'on déplace les dépenses de santé, et ça veut dire qu'il faut continuer de les maîtriser. Et pour moi, on en reparlera peut-être, mais le principal enjeu de la prédiction, alors je sais qu'on va beaucoup parler des enjeux éthiques, etc., mais honnêtement, les enjeux éthiques, c'est hyper simple. Enfin, non, mais vraiment. On va faire une bonne transition. Non, mais franchement, bon, on pourra faire ici un sondage sur les enjeux éthiques. 99% des gens vont voter le même truc, donc c'est vraiment pas compliqué. Je peux vous prendre au mot. Ouais. La vraie. Ben non, mais attends, si on pose la question, est-ce que si on identifie tel type de facteur, est-ce que c'est normal que, je sais pas, l'assurance maladie vous tarifie plus parce que vous prenez. Ben, tout le monde va répondre non, on est en France, donc on va pas y passer 4 heures. La vraie difficulté, non mais il faut affecter nos ressources intellectuelles sur les problèmes compliqués, pas sur les problèmes simples. La vraie difficulté, c'est ce qu'on appelle en très bon français la scalabilité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on rend ça, ce qui est très cher aujourd'hui, la médecine prédictive, elle est très chère. Moi, ce que j'ai fait, ça coûte à peu près 5 000 €, donc on ne va pas faire ça à grande échelle. Donc, comment est-ce qu'on diminue le coût d'une analyse prédictive de 5 000 à 500, sachant que 500 c'est extrêmement cher, de 500 à 50, ça devient plus gérable, mais en réalité il faut arriver à 5. Voilà. Il faut en faire ce qu'on appelle une commodité, c'est-à-dire un bien que tout le monde pourra consommer, qui pourra être remboursé, etc. Et ça c'est un vrai sujet d'économiste qui est compliqué. Si on ne fait pas ça, on aura des potentialités techniques, donc ça restera quelque chose de happy few, donc certains d'entre nous pourront continuer à le faire et on sera content, etc. Mais ça n'aura pas changé la société, c'est-à-dire qu'on n'aura pas abouti à ce qu'on veut essayer de faire, c'est-à-dire très schématiquement une augmentation d'espérance de vie en bonne santé, en fait. C'est ça le but ultime. Et donc, ce sont des questions d'investissement en technologie, de capital humain, d'organisation. Et moi, ce que je trouve tout à fait passionnant, c'est que ce sujet, il nous tourne vers l'avenir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des sujets auxquels il faut qu'on essaie de réfléchir dès maintenant. Et c'est pas facile, parce que la médecine prédictive, est-ce qu'on est prêt pour la médecine prédictive ? Mais on n'est déjà pas prêt pour la médecine d'aujourd'hui. La médecine pas prédictive, on a le système de santé du XXe siècle déjà, alors qu'on est dans le XXIe siècle. Donc,
quand on va avancer plus loin, on va avoir un blocage très intéressant, mais problématique, entre des potentialités techniques qui seront là et une organisation qui ne nous permettra pas de tirer les bénéfices de ces potentialités techniques. Merci pour cette réponse et ça me permet de me tirer directement vers vous, Ritva. Notamment sur la notion de projection, de prospective. Imaginons un patient à horizon 2030. Quelle revêt pour vous cette notion de prédiction? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur votre vision et sur justement les enjeux qu'on doit adresser aujourd'hui? Est-ce que j'ai que 5 minutes ou est-ce que je peux utiliser 5 heures pour pouvoir vous en parler? 5 minutes et 5 heures, oui, en fait, il faut utiliser que 5 minutes. Je comprends très bien tout cela. Donc, je pense que c'est une question qui est vraiment très difficile à répondre, surtout en 5 minutes. Pour vous répondre un petit peu ce qui se passe et ce qui va se passer à l'avenir. Ainsi, nous devons regarder surtout les développements que nous avons aujourd'hui, cette recherche que nous avons aujourd'hui. Lorsque l'on réfléchit à demain, et il y a bien sûr beaucoup de choses qui arrivent, il y a beaucoup de choses qui sont étudiées en ce moment même. Et pour les nouvelles technologies, toutes les nouvelles technologies ont leurs propres problèmes chacune et il y a les points qui sont à discuter par rapport à chacune de nouvelles technologies. Il y a aussi des principes éthiques qui rentrent en jeu ici. Et par exemple, en termes de l'intelligence artificielle, ça c'est quelque chose qui vient d'être mentionné. Donc, par rapport à la personne, comment est-ce qu'on peut la prévenir, mais aussi les mécanismes de collecte de données, les mécanismes d'analyse de données. Donc tout cela, en fait, on peut aussi comprendre que ces façons peuvent ne pas convenir et ne pas être bons pour certaines catégories de patients. Mais aussi, par rapport à cette prévention, moi, je soutiens vraiment la prévention. Mais de toute manière, les patients ne choisissent pas tout cela. Ils ne choisissent pas l'analyse qui va être faite pour eux. Donc, nous tous, et les patients ne choisissent pas leur maladie. Donc, on peut tous être atteints d'une maladie rare. Donc, on peut tous vivre une bonne vie et ne pas fumer, et ne pas boire et avoir de la nourriture bien saine, etc., etc. Mais toute chose peut arriver. Donc, nous n'avons pas d'avenir personnel pour notre vie. Ainsi, il faut que l'on fasse confiance au système de santé qui, en fait, est là pour tout le monde. Et ça, c'est problématique aussi pour ces technologies d'avenir. Une chose qui est peut-être un petit peu plus personnalisée. Donc, la médecine plus personnalisée, c'est quelque chose qui arrive. Donc, ça va être plus cher. Ça va devenir plus cher. Et maintenant, déjà, nous avons certaines situations dans lesquelles certaines organisations nationales ont décidé que certains traitements médicaux sont vraiment trop chers dans certains pays. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en considération et auxquelles il faut qu'on réfléchisse avant l'année 2030 pour que la plupart des gens, ou au moins ou tout le monde, ou la plupart des gens puissent avoir l'accès aux technologies aujourd'hui parce qu'ils ont tous besoin de cela. Et forcément, ils peuvent bien profiter du développement des sciences et des technologies dans la situation dans laquelle ils peuvent en fait en profiter de ces certains traitements médicaux, de ces médicaments, etc. Et je pense qu'en fait, ça, c'est une des problématiques clés que nous avons pour l'année 2030, c'est-à-dire l'accès égal, l'accès équitable pour tout le monde aux technologies et aux soins de santé. J'avais une question sur jusqu'où peuvent aller les technologies. Alors, je vois que Bertlan n'est a priori pas en ligne. Donc, je m'adresse sans doute à vous trois. Si, il est là. Thank you, sorry. Donc, j'avais une question pour vous. Vous êtes futuriste. Quelle est votre vision sur jusqu'où la technologie peut aller en termes de prédiction? Quelle serait, vous, votre vision à horizon 2030 de ce sujet?
Bonjour à vous tous et merci beaucoup de m'avoir invité. Tout d'abord, je voudrais juste m'assurer que nous sommes tous sur la même page lorsque l'on parle des prédictions, parce que quand on parle des prédictions aux gens, la plupart des gens pensent qu'il y a en fait un avenir définitif pour les soins de santé et c'est notre travail de pouvoir prédire cet avenir définitif. J'espère que ce n'est pas le cas ici, parce que moi, je pense que l'avenir pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent faire un petit peu de prédiction, c'est de créer tout d'abord les visions relatives à la médecine d'avenir et puis par la suite revenir à la réalité éthique d'aujourd'hui et puis voir ce que nous devons faire absolument maintenant afin de pouvoir atteindre ces visions désirées pour tout le monde. Je pense que ça, c'est le cœur même, l'obligation qui se situe au cœur même de cette problématique. Maintenant, pour répondre à votre question, j'ai bien sûr une vision et pour nous, c'est très important dans le domaine de la médecine d'avoir justement cette vision par rapport à l'état de santé vers l'année de 2030. Il y a maintenant ce changement de paradigme qui se passe au niveau de la santé et des soins de santé dans le monde entier, c'est de pouvoir en fait souhaiter accueillir le patient en tant qu'un nouveau membre de l'équipe médicale. Et ça, c'est quelque chose à quoi on s'attend vers l'année 2030 parce que les technologies numériques peuvent en fait faire en sorte à ce que le patient soit la partie participante des soins de santé. Et donc, par rapport à la mondialisation des soins de santé, je pense que ça va être en fait une révolution si le patient va pouvoir vraiment participer dans les soins qui lui sont apportés. Donc ça, ce n'est pas quelque chose à quoi on réfléchit maintenant, mais imaginez que d'ici 2000 ans, c'était seulement les professionnels de santé qui avaient l'accès aux données et aux informations médicales. Donc en fait, l'introduction et l'influx de toutes ces technologies que nous avons actuellement, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui donne aussi du pouvoir supplémentaire aux patients et ça commence à devenir vraiment très très clair. Et maintenant, les patients se retrouvent à la même table avec les professionnels de santé et avant, cette table était réservée seulement aux professionnels de santé pendant 2000 ans à peu près. Et donc, c'est vraiment très important de réfléchir que où que le patient soit, qu'il soit chez lui ou qu'il soit en vacances ou qu'il soit à l'hôpital, qu'il puisse recevoir un diagnostic, un suivi et un traitement tout simplement parce que le patient a accès à toutes ces technologies avancées. Il peut utiliser des capteurs, des différents outils de diagnostic, etc., qui va lui permettre d'accéder aux différents professionnels de santé, etc. Et donc, par la suite, il va y avoir un autre changement de paradigme après déjà ce premier changement de paradigme qui va prendre 5 à 10 ans, c'est-à-dire par rapport à toute cette équipe médicale qui actuellement va aussi inclure les patients, va aussi commencer à inclure l'intelligence artificielle qui va aussi quelque part remplacer les bases de données, le travail de base de données et le travail de dossier que les médecins doivent faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les patients et les médecins, on peut voir qu'ils n'utilisent pas les technologies chaque jour. Donc, ils ne passent pas vraiment beaucoup de temps à analyser toutes les données qui sont disponibles et qui viennent de tous les différents outils qu'ils ont. Ils peuvent en fait analyser, mais ils peuvent aussi bâtir et développer le potentiel qu'ils ont déjà. Et pour l'avenir, ils peuvent chercher à avoir un petit peu une situation qui va être meilleure. Mais ils ne vont pas vraiment avoir à traiter les données à l'avenir parce que toutes les données qui vont venir des technologies vont en fait les aider à faire cela et de se focaliser justement sur les traitements. Ça, c'est en fait la vision que nous avons pour les patients pour 2030. Merci beaucoup. Sur ce sujet. Oui. Moi, je suis évidemment super technophile pour le progrès, enfin évidemment, mais il faut être rigoureux sur ces questions parce qu'il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. La première chose qu'il faut bien expliquer, c'est que les études cliniques en matière de prédiction, c'est extrêmement long en fait, et notamment quand on réfléchit aux questions de longévité, je dirais presque par construction. C'est-à-dire qu'en fait, il faut suivre des gens pendant plusieurs décennies. Et donc aujourd'hui, on est vraiment au tout début du process, mais si on veut avoir vraiment des bases de données qui seront performantes, il faudra sans doute attendre 30, 40, 50 ans. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Ce sera long parce que, voilà, par construction, c'est inhérent au sujet dont on parle. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi quand même bien rappeler qu'on peut avoir tout un tas de problèmes qui ne peuvent pas être prédits. C'est vrai dans la vie sociale et c'est vrai, je ne suis pas médecin, donc je me couvre derrière les nombreux médecins qui sont ici, mais c'est vrai aussi dans le domaine biologique. Et donc, du point de vue de la communication et du marketing des entreprises qui vont commercialiser ce type de service, il me semble absolument crucial de retirer un certain nombre de choses, un certain nombre d'analyses, un certain nombre de promesses, soit sur ce qui ne peut pas être prédit, soit des pathologies pour lesquelles on n'a pas de solution. C'est la maladie de Charcot, par exemple,
ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, voilà, malheureusement, on peut rien faire contre ça. Et donc, il faut vraiment bien expliquer que la prédiction, ça me semble très important. Je pense que ça peut être un levier d'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, comme je le disais tout à l'heure, qui est absolument crucial, mais ça ne va pas du tout nous amener à un monde qui sera un monde sans maladie et un monde sans problèmes médicaux. On aura toujours tout un tas de problèmes médicaux, et puis on aura, ce que j'évoquais tout à l'heure, les problèmes, les défis qui sont liés à la prédiction en elle-même. Merci. Do you want to react? Est-ce que vous voulez réagir? Oui, moi aussi, je suis vraiment fan des technologies et c'est pour ça que je peux très bien imaginer dans mes pensées, je peux imaginer cette vision qui vient d'être décrite. Et en fait, j'ai aussi ce sentiment que nous pouvons utiliser bien plus tous ces capteurs et toutes ces données, donc les données qui vont venir d'une personne et passer au médecin et puis au moins être transférées via les ordinateurs, etc., dans les ordinateurs. Donc peut-être que c'est le moment qui est venu de revenir aux bases même des relations entre le médecin et le patient ou les professionnels de santé et les patients et voir aussi quel est le rôle de nos médecins pour pouvoir en fait réunir toutes ces données pour aider la personne à vivre sa vie. Et je pense que quelle est la partie vraiment saine de cette personne et comment est-ce qu'on peut aider la personne et alléger sa peine, alléger sa souffrance, etc. Mais de toute façon, il faut être au soutien de cette personne. Et j'aime aussi beaucoup ces principes traditionnels éthiques. Probablement qu'à l'avenir, ils vont jouer un rôle un peu plus important. Une autre chose relative à cette question de technologie, c'est qu'il y a toujours plusieurs personnes qui ne peuvent pas utiliser la technologie. Et peut-être qu'à l'avenir, nous allons devenir plus âgés et les personnes plus âgées en général n'ont pas accès et n'ont pas les capacités à utiliser les technologies. Et cela pourrait devenir problématique parce que là, il va y avoir aussi des personnes qui viennent de l'extérieur et qui devront apporter leur soutien et leur aide à toutes ces personnes qui n'ont pas accès ou la possibilité d'utiliser la technologie. Donc ça aussi, ça peut devenir problématique. Différents points de vue, la question du jusqu'où, elle est vraiment fondamentale. Je reviens vers vous, Bertlan. Je voulais vous poser la question de comment on embarque le patient par rapport à ces scénarios que vous décrivez, comment on travaille avec lui dans une vision prospective. Et est-ce que le mot patient, c'est le bon? Je poserai la question à tous les intervenants. Je pense que c'est une bonne question aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je pense que c'est assez facile. Il ne faut pas les forcer à participer activement. Ils doivent seulement suivre le mouvement parce qu'en fait, cette révolution, c'est quelque chose qui est mené par le patient, pas par les professionnels de santé, pas par les politiciens ni les informaticiens. Je pense que c'est vraiment le patient et son implication, c'est vraiment quelque chose qui représente un jalon très important dans l'histoire de la médecine, Parce que la technologie, c'est quelque chose qui arrive et qui part. On avait déjà des révolutions dans la médecine, même 30 ans de cela, 40 ans de cela, etc. Et maintenant, donc, le patient, il commence à participer de manière active dans la santé, dans la gestion de sa santé. Et ça, c'est un jalon vraiment très, très important. Et je pense qu'il ne faut pas les forcer, mais il faut apprendre des patients. Le problème, dans ce sens-là, c'est que les patients ne veulent plus attendre les régulateurs, etc., et faire en sorte à ce que la technologie soit là accessible pour eux. S'il y a 50 ans de cela, vous m'aviez parlé d'une technologie révolutionnelle qui arrivait sur le marché et qu'il n'y avait pas du tout de réglementation par rapport à tout cela, mais que nous les patients, on devait en fait attendre. Cependant, maintenant, les patients ne vont plus attendre. Pourquoi? Parce que, il y a la chaîne d'approvisionnement mondiale, il y a les médias sociaux, il y a les algorithmes qui existent dans le nuage. Et ils peuvent, en fait, prendre tout cela et parler aux autres 500 patients de diabète qui ont, par exemple, un mouvement aux États-Unis. Et eux, déjà, ils font leur propre système artificiel qui est fait par eux et qui leur permet d'agir eux-mêmes, de faire le suivi à la maison, etc. Parce que
du point de vue technologique, pour eux, c'est tout à fait possible de faire le suivi du niveau de sucre dans le sang en continu via ces technologies. Ce n'était pas possible il y a 30 ou 40 ans de cela, parce que les technologies arrivaient sur le marché, mais elles étaient encore très, très chères. Maintenant, les patients commencent à générer leur propre technologie. Bien sûr que ce n'est pas complètement en sécurité, ce n'est pas complètement réglementé. Et c'est pour ça mais je comprends quand même la motivation qui est derrière tout cela. Moi, j'ai enseigné à l'école de médecine de Budapest et il y avait beaucoup d'étudiants que j'avais dans ma classe. Et en fait, on doit devenir vraiment un guide pour votre patient dans cette jungle d'informations et de données. Donc, avant, notre position, c'était vraiment de quelqu'un qui tenait la clé à cette médecine. Mais ce n'est plus du tout le cas. Donc, maintenant, on est guide et donc, ils ont besoin de nos compétences, c'est-à-dire, voilà, les informations qu'on possède, etc. Donc, on doit être là pour pouvoir les diriger, les orienter et pas sur quelque chose qui est basé sur les preuves, etc. Mais pas seulement les prescriptions qui vont apparaître sur cette feuille, mais pas seulement les technologies avec les outils, avec les capteurs, etc. Mais utiliser en fait toutes ces lignes directrices. Et ce qui est vraiment très important, c'est que je comprends très bien, à cause de manque de compétences technologiques pour plusieurs patients, ça devient vraiment très problématique d'utiliser des technologies. Mais je pense que le problème encore plus important qui doit être traité en avant, c'est d'avoir du personnel qui est vraiment très, très informatisé, qui utilise beaucoup de choses à la maison, par exemple les capteurs sur les smartphones, etc. Et donc, même ces patients qui sont vraiment très bons en technologie, ils ne peuvent pas utiliser ces technologies eux-mêmes dans leur traitement. Parce que moi aussi, je suis patient qui est très, très informatisé moi-même et j'ai en fait tous ces outils, tous ces appareils qui sont chez moi. Cependant, lorsque j'ai regardé, par exemple, le rapport de ma séquence de génome pour demander par la suite comment est-ce qu'on pouvait, en se basant sur mes risques génétiques pour certaines maladies, changer mon comportement, en fait, pour moi, je ne pouvais même pas intégrer ce rapport dans mon dossier médical. Donc, en fait, pour nous, mon médecin voulait que ça se passe. Et moi aussi, je voulais le faire parce que moi, je suis très informatisée et mon médecin aussi. Donc, on voulait, en fait, intégrer toutes ces données. Donc, en fait, c'est vraiment très important de pouvoir résoudre cette question et puis par la suite, on peut passer aux patients qui vont avoir beaucoup de problèmes pour utiliser des capteurs et des technologies. Pour moi, sur une autre question, on le voit, la technologie avance assez vite. Il y a le champ de la santé, on en a parlé sur la première intervention, est très cadré. Et puis là, on voit que ça sort aussi du champ purement de la santé. Jeanne, j'aimerais vous demander comment vous abordez ces sujets d'un point de vue juridique. Il y a le cadre de la santé et de l'utilisation dans un cadre d'application médicale, mais il y a aussi le patient, et je trouve que le terme est peut-être de moins en moins pertinent. Il y a tout simplement le citoyen, l'individu, qui peut utiliser ce type de dispositif. Comment vous voyez ça et dans une perspective de travail, sur quel sujet on devrait se penser aujourd'hui d'un point de vue juridique? Alors, c'est vrai, quand on parle de ces sujets, on parle beaucoup des problèmes qu'il y aurait à accéder aux données, à associer le patient. On vient d'en entendre la traduction. On a en France et en Europe, c'est vrai, un cadre juridique extrêmement protecteur de la personne. Alors, le patient, ça, c'est vrai que le terme de patient a une connotation un peu de malade, de personne malade. Peut-être ma déformation sur la protection des données, on parle plus de personnes concernées dès lors qu'on parle de la data. Donc on a un cadre juridique aujourd'hui qui protège beaucoup de cette personne, d'une part, encore une fois, quand on réutilise ces données, et d'autre part, quand on va l'informer ou lui prédire quelque chose. Donc il y a, encore une fois, Alors après, ces mesures sont-elles bien appliquées en pratique? C'est une autre question, mais en tout cas, sur le plan juridique, on a vraiment tout ce qu'il faut. Et la loi bioéthique de 2021 a encore renforcé les droits de la personne, à la fois quand un professionnel de santé utilise un dispositif médical construit à partir d'algorithmes lui-même produit de données massives, il est obligé d'informer, il doit informer la personne concernée de l'utilisation de ce dispositif médical et de ce que ça permet de prédire. La loi bioéthique a également renforcé l'information de la personne et des personnes qui la représentent lorsque, à l'occasion de l'examen, par exemple, des caractéristiques génétiques somatiques d'un individu, on découvre des caractéristiques génétiques constitutionnelles. Enfin, il y a vraiment un corpus juridique et beaucoup le savent aujourd'hui qui est extrêmement contraignant et
pour certains, trop contraignant. Alors aujourd'hui, pour être un peu positif, parce que moi je vois quand même beaucoup de projets concrets qui se mettent en place, qui se réalisent et qui associent le patient directement, notamment avec les objets connectés, qui sont quand même un progrès fantastique pour que le patient suive sa pathologie, notamment des pathologies chroniques. Je pense qu'il y a trois points qui pourraient être améliorés dans le cadre juridique actuel pour qu'on puisse utiliser plus facilement les données de santé, encore une fois, dans le respect des droits de la personne et de la protection des données, parce que tels sont nos principes dans nos états de droit, et tant mieux. Le premier principe, c'est, et à cet égard, le Conseil d'État a rendu public au mois d'août un rapport sur l'intelligence artificielle et l'action publique qui reprend ces éléments. D'abord, la notion de finalité. Vous savez, quand on collecte une donnée, il faut la collecter pour un objectif précis, une finalité déterminée et légitime. C'est un des principes de base de la protection des données. Eh bien, il est vrai qu'aujourd'hui, quand on collecte des données massives dans des entrepôts de données de santé pour développer des algorithmes d'intelligence artificielle, on n'est pas toujours en mesure, au moment où on a le projet de créer cet entrepôt, de déterminer toutes ces finalités. Et on se heurte un peu à cette notion de finalité. Alors certes, le RGPD nous donne la notion de finalité compatible, mais il faudrait peut-être réfléchir à élargir la grille d'analyse de compatibilité de la finalité pour permettre aux autorités de protection des données, pas seulement à la CNIL, mais à l'ensemble des autorités de protection des données européennes, de s'améliorer. Le deuxième point, c'est rompre avec la culture des formalités préalables qui n'est pas imposée par le RGPD et que la loi française a repris dans la loi CNIL, donc peut-être limiter les formalités préalables pour au contraire faire confiance aux acteurs. Et puis surtout, garantir à la personne son information et mettre en place des mesures pour être certaine qu'elle est informée, ce qui permettrait peut-être en amont d'alléger les obligations qui pèsent sur les responsables de traitement. Voilà, c'est très très rapide, mais... Merci, je suis désolée, c'est vrai que le temps passe vite sur ces sujets passionnants. Ritva, vous nous avez expliqué tout à l'heure les principaux enjeux éthiques. Quels seraient les chantiers à adresser aujourd'hui si on veut préparer justement cette transformation du système de soins, peut-être en 1 ou 2 minutes, si on doit se mettre au travail aujourd'hui, par où commencer ? En fait, aujourd'hui, nous parlons beaucoup de l'autonomie de la personne, de l'autodétermination et du consentement pour le traitement, pour les soins dans notre recherche. Cependant, il faut que l'on parle encore plus des questions relatives à la justice, c'est-à-dire si les gens ont l'accès aux soins médicaux, mais aussi à l'avenir. S'ils l'ont ou qu'ils ne l'ont pas, je pense que moi, je peux voir plusieurs problèmes dans ce domaine. En même temps, par rapport aux nouvelles technologies, il faut que l'on les étudie avec beaucoup d'attention, qu'on étudie leurs avantages aussi bien que leurs inconvénients, les impacts négatifs possibles, etc. Parce que nous avons en fait parlé des patients atteints de diabète et j'aime beaucoup cet exemple parce que j'ai travaillé beaucoup avec des patients atteints de diabète. Et ici, les choses avancent vraiment très, très rapidement. Mais les technologies de l'avenir, c'est aussi tout ce qui concerne la génétique, l'ingénierie génétique, etc. Il y a beaucoup de questions qui sont vraiment très, très difficiles ici en termes d'avantages et d'inconvénients, en termes de risques que cela représente. Je veux dire, ces technologies représentent. Et donc, toute nouvelle technologie représente ses propres problématiques. Et il faut en fait évaluer chaque technologie de manière individuelle. Mais aussi, il faut le faire individuellement avec le patient. Et j'aime beaucoup cette idée que le patient va vraiment participer de manière très importante dans le processus de prise de décision à l'avenir et que le patient devienne de plus en plus une partie active de la médecine de l'avenir, parce que c'est comme ça que l'on avance dans la bonne direction. Cependant, il faut qu'on garde les yeux ouverts de toute manière. Précision. Pour le mot de la fin, j'ai posé tout à l'heure la question du patient. Est-ce que c'est le bon terme ? Est-ce que si on est sur le sujet de la prédiction, voire de la prévention, est-ce qu'on utilise ce terme ? Et sinon, qu'est-ce qu'on utilise d'autre ? Alors le terme de patient, aujourd'hui, il est très adapté en fait. Il n'y a même pas de terme plus adapté que le mot de patient, puisqu'il faut une patience
extraordinaire, en fait, quand on fait face au système de santé. Non, mais on tord pas du tout le sujet. Non. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aux urgences qu'il faut être le plus patient. Donc, mais venez à la table ronde à laquelle je participe ce soir sur l'efficience. On parlera de tout ça dans le détail. En fait, ce en quoi la médecine prédictive nous fait basculer, et vous l'avez très bien expliqué, c'est qu'en réalité, tout le monde devient concerné. C'est-à-dire qu'on passe d'un système de santé où on s'occupe, donc disons, du malade, je dis du patient, mais pour schématiser, disons, on s'occupe du malade, à un système de santé dans lequel on s'occupe de tout le monde. Et c'est pour cette raison que la question de la scalabilité devient absolument centrale. C'est-à-dire que potentiellement, vous vous occupez dans un pays comme la France de, je ne sais pas, 45 à 50 millions de personnes qui vont être concernées du coup par le système de santé. Et donc, ce n'est pas du tout l'organisation de la médecine prédictive qui est une organisation où on peut se dire, bah voilà, comme on va tout prévoir, ça va être facile, etc. Non, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué et l'effort d'efficience qu'on dit qu'on fait, mais qu'on ne fait pas du tout, c'est même l'inverse, on fait de la désefficience dans notre système de santé aujourd'hui. En fait, il faudra faire de l'efficience à la puissance 2 ou à la puissance 3. Donc il va falloir s'habituer à ça, être beaucoup plus flexible, que les médecins, notamment les médecins généralistes, qui à mon avis vont avoir un rôle mais fondamental, central dans cette médecine prédictive, ils l'ont déjà, mais vont devoir avoir une vision complètement systémique du patient. Et c'est absolument fondamental. D'ailleurs, dites-le à vos enfants, pour ceux d'entre eux qui, là, on n'est plus dans Parcoursup, mais l'avenir est aux généralistes en règle générale. Généraliste, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de métier, ça veut dire qu'en fait, il faut être spécialiste et généraliste. Il faut être les deux. Donc la médecine prédictive, ça nous emmène vers ça. Et un dernier mot aussi, d'ailleurs, par rapport à ce que vous avez dit. Évidemment, la loi française protège en théorie le patient, mais à mon sens, aujourd'hui, par exemple, puisqu'on parle de médecine prédictive, on ne peut pas en France, il est interdit de faire des analyses génomiques, enfin en tout cas dans le domaine thérapeutique. C'est pas grave, on peut les faire à l'étranger, donc ça ne nous pose pas de problème, mais on ne peut pas en tout cas en droit français. Pour moi, ça ne protège pas le patient. Hein. Enfin, c'est l'inverse. Hein. Ça l'empêche de bénéficier d'une information qui pourrait être tout à fait positive pour lui. Alors, juste pour, je sais qu'il reste très peu de temps, mais pour conclure quand même sur une note positive, parce qu'on présente souvent le cadre juridique comme quelque chose de contraignant, d'ennuyant, etc. Je voudrais dire qu'on ne prédira rien si on n'a pas de données. Et donc, il faut accompagner et faciliter l'accès aux données. Et sur ce plan-là, nous sommes plutôt très bien situés. Et si vous regardez tous les textes européens qui arrivent, tous les règlements qui arrivent, eh bien, on s'aperçoit que la France, elle est en très bonne position. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le Health Data Hub a été retenu pour mettre en place les premières plateformes dans le cadre du règlement sur l'espace européen des données de santé. Parce que nous sommes déjà en France à un très bon niveau de sécurité et d'interopérabilité. Et nous retrouvons dans ces textes européens tout ce qui a été fait en France depuis 10 ou 15 ans. Donc il ne faut pas être que pessimiste et encore une fois, on ne prédira pas si on n'a pas de données. Donc il faut s'attacher aussi à faciliter l'accès aux données, tout ça dans le respect des droits de la personne, évidemment. Merci. Peut-être pour conclure, moi ce que je retiens de cette table ronde, c'est que on est transdisciplinaire, on vient d'horizons différents et on se rend compte que ces sujets-là, et comme le sujet que vous allez traiter juste après sur la prévention, mais il faut casser les silos, il faut regarder les différentes dimensions et qu'on sort un peu du champ de la santé à proprement parler. Et c'est aujourd'hui qu'il faut travailler sur ces sujets avec tous les acteurs de l'économie. Merci à vous.